Je me permets d'introduire alors quelque peu la conférence. Merci à tous d'être là. On avait pensé à faire ça avec Thomas, donc à partir de la page, enfin à partir de l'organisation Je suis ton voisin, qui est une organisation qui vise à créer de l'entraide locale au sein du voisinage proche et pour tout simplement recréer du lien social, lutter contre le réchauffement climatique et essayer de créer le plus possible des zones de résilience à travers diverses actions comme consommer local, tout ça sur la base évidemment de l'entraide. Et vu que le climat, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur et qui est un petit peu à la base de la naissance de Je suis ton voisin, j'en ai parlé à Thomas parce qu'il faisait pas mal d'animations justement sur la question. Donc Thomas qui est le cofondateur de Émission Impossible. Un petit sourire. Donc voilà, on est vraiment ravis de vous accueillir. N'hésitez pas à un moment à poser vos questions. Thomas, on a réfléchi la chose pour que ça soit le plus interactif possible. Vu qu'on n'est pas trop nombreux, j'imagine qu'on pourra à certains moments utiliser les micros ou enfin voilà. On verra au fur et à mesure de la soirée si on n'est pas 100 personnes. Je pense pas que ce sera le cas, donc ça devrait aller. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, quand on l'a parcouru ensemble, je pensais être pas mal au courant et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je ne savais pas forcément, dont je n'étais pas au courant. Et donc c'était une belle découverte pour moi que je me réjouis de réentendre une deuxième fois. C'est une version plus officielle. Donc voilà, on espère que vous passerez une super bonne soirée. N'hésitez pas, j'ai mis ça en live sur Facebook, sur la page Je suis ton voisin, si vous voulez partager à des amis qui n'ont peut-être pas vu l'événement passer, n'hésitez pas. Voilà, ils sont les bienvenus, avec grand plaisir. Donc voilà, je laisse la parole à Thomas. Merci tout d'abord pour l'invitation et pour la proposition. Alors on est dans la salle, on est deux d'émissions impossibles, hein, je tiens quand même à le signaler. Donc il y a aussi Simon qui fait aussi partie d'Émission Impossible. Émission Impossible, en 2 mots, c'est une petite association, on est 3 membres actifs avec Simon et Florent, et on travaille sur la sensibilisation aux enjeux climatiques et énergétiques, notamment à travers la présentation qu'on va vous faire ce soir, qui est sur l'empreinte carbone. Et l'idée, c'est vraiment que vous compreniez, quand on entend beaucoup parler de carbone, de CO2, et c'est parfois des choses qui sont des éléments qui sont un peu abstraits. On parle d'empreinte carbone individuelle, ce sont des choses, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se cache exactement là derrière? Puis on parle de neutralité carbone, d'atteindre la neutralité carbone, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et l'idée de cette présentation, c'est de réussir en fait à vulgariser, ou en tout cas à permettre à chacun de comprendre en fait ce que ça impliquerait, ce que ça implique d'atteindre la neutralité carbone. Donc je vais partager mon écran. Est-ce que déjà, première question, est-ce que tout le monde m'entend bien? Et du coup maintenant, voit bien mon écran? Oui? Oui, ça marche. On t'entend et on voit. Parfait, super. Donc en fait, on va partir ici de l'empreinte carbone. Et donc en fait, l'idée pour atteindre la neutralité carbone, ce serait que chacun d'entre nous, citoyens du monde, perdions un peu du poids carbone. Et donc ici, on va partir d'une petite métaphore qui consiste en fait à perdre du poids. Quand on perd du poids, la base, c'est de monter sur la balance. A priori, c'est ce que la plupart des gens font. Ensuite, on regarde de quoi sont composés nos repas habituels, qu'est-ce qu'il y a dans nos assiettes. Et puis, dans nos assiettes, on va regarder où se trouve le sucre. Une fois qu'on a repéré le sucre, l'idée va être de le diminuer, de changer un peu, diminuer ou supprimer certains aliments, changer ses habitudes d'alimentation pour perdre du poids. Pour l'empreinte carbone, en fait, c'est plus ou moins pareil. Donc l'idée, ici dans cette présentation, c'est d'arriver à diminuer l'empreinte carbone d'un Belge moyen, d'un Belge inventé, de 6 tonnes de CO2. Et donc, la première chose, c'est de monter sur la balance. Et donc, quand on monte sur la balance en Belgique, alors pour ceux qui ont suivi les petits quiz publiés par Je suis ton voisin, l'empreinte carbone moyenne d'un Belge, elle est située entre 16 et 20 tonnes. Alors 16 et 20 tonnes de CO2, en fait, pour avoir une idée de ce que ça représente, c'est plus ou moins 5700 litres d'essence. Donc si vous brûlez 5700 litres d'essence, il va y avoir l'équivalent de plus ou moins 16 tonnes de CO2 qui vont être envoyées dans l'atmosphère. Une fois que vous avez fait ça, vous allez regarder les différentes sources d'émissions. Ensuite, vous allez regarder parmi ces différentes sources où se trouve le CO2. Et puis l'idée va être de réduire ces émissions. Alors ici, dans le scénario qu'on a pris, histoire de raconter une histoire, on est parti de 6 tonnes.
pour atteindre la neutralité carbone, il faudrait que chacun d'entre nous, donc chaque être humain sur Terre, arrive à un total de 2 tonnes par habitant. Donc soit divisé par 8 nos émissions d'aujourd'hui. Alors, question assez générale, à votre avis, quels sont les grands postes de l'empreinte carbone d'un citoyen? Dit autrement, si on regarde l'assiette carbone, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelles sont les grandes composantes finalement de notre vie de tous les jours qui consomment beaucoup d'énergie? Donc je ne sais pas si la question est claire. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est le commenter dans le chat, ou alors vous allumez votre micro si tout le monde ne parle pas en même temps. Ça devrait aller. Vous mettez la réponse dans le chat, à vous de voir. Donc on a Sophie qui dit mobilité, chauffage. Kate nous dit chauffage, électricité, transport, chauffage, alimentation, Esmeralda. Sébastien, chauffage. Et là, il en manque un, assez important. Transport, chauffage, aliments consommés, nourriture, déchets, biens de consommation. Voilà, donc on va aussi avoir les biens de consommation, et puis il y en a encore une qui apparaîtra un peu plus tard, qui est tout ce qui est service public. Et donc en fait, si on reprend l'empreinte carbone plus ou moins moyenne d'un Belge, premier poste, ça va être le logement. Alors le logement, il va être composé de 3 parties. Donc l'énergie que vous allez utiliser pour vous chauffer. Donc ça, c'est le premier bloc, en bleu plus foncé. L'énergie que vous allez utiliser pour alimenter vos appareils électriques ou vous éclairer. Et puis l'énergie qu'il a fallu pour construire votre maison. Parce que forcément, si vous avez une maison, quel que soit le type de maison que vous avez, il a fallu amener les matériaux, il a fallu extraire les matériaux, il a fallu transporter ces matériaux. Et puis, il y a toute une série de machines qui sont utilisées sur le chantier, qui elles aussi ont consommé de l'électricité. Le deuxième poste, ça va être la mobilité. Alors généralement, c'est quand même un poste assez important. La mobilité extraordinaire, pour ceux qui prennent l'avion. L'alimentation. Alors dans l'alimentation, il y a 2 postes, il y a un poste et un sous-poste. Il y a l'alimentation, on va dire, chez soi au quotidien, et puis alors il y a une constante, parce que qui est répartie en fait sur tous les individus belges, les émissions des restaurants, des cafés et des hôtels. Et puis on va retrouver les biens et équipements avec le numérique, le mobilier, les vêtements, donc tout ce que l'on achète au quotidien. Et puis il y a tout ce qui concerne un peu les biens publics, donc typiquement l'approvisionnement en eau, ou alors l'éducation, la santé ou l'armée, qui vont être ce poste-ci en gris. Et quand on totalise la somme totale, on arrive plus ou moins aux 16 tonnes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est on va regarder un petit peu ce qui se cache derrière toutes ces tonnes. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle, est-ce que vous vous rappelez, donc pour atteindre la neutralité carbone, il fallait atteindre plus ou moins 2 tonnes. Et donc 2 tonnes, en gros, c'est plus ou moins l'équivalent d'un gros bloc. Ça va? On va voir si c'est possible et qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Donc tout le monde revoit bien mon écran, tout le monde m'entend bien. Voilà, désolé pour ce désagrément. Du coup, la question ici portait sur le mix énergétique belge. En fait, ce qui est souvent méconnu, c'est que quand on pense à un mix énergétique, on se focalise beaucoup sur l'électricité. Et en fait, quand on regarde en Belgique, aujourd'hui, on est quand même encore à 75%. Enfin, ça date ici de 2017. On est encore à 75% d'énergie fossile avec du pétrole et du gaz. Et donc, on peut regarder finalement où se trouve ce pétrole et ce gaz, et vous allez vite comprendre d'où il vient. Du coup, à votre avis, parmi tous les postes qu'on a cités, quel est celui qui consomme le plus d'énergie pour un Belge moyen? Donc, parmi les différents postes qu'on avait cités, donc pour rappel, il y avait la mobilité, il y avait le logement, donc la mobilité, le logement, les biens et les équipements, et l'alimentation. C'était le dernier, là. Le service public. Service public. On avait le service public, oui, pour lequel on a peu d'impact, mais parmi les autres, ici, une petite comparaison. En fait,
une chose pour avoir aussi une idée un peu des ordres de grandeur, si vous faites 16 000 km par an avec une voiture qui roule, qui fait moins à 1000 litres d'essence, et 1000 litres d'essence, ben, ça émet plus ou moins autant d'émissions que 1000 litres de mazout. On est sur km. Et donc la question est, ben, on parle d'isoler beaucoup les logements, mais parfois on oublie que la mobilité reste un point important. Alors finalement, ces émissions de CO2-là, ben, où est-ce qu'elles se cachent? Au niveau du logement, ben, il y a deux grands postes. Il y a la construction du logement et il y a l'utilisation du logement. Alors, si on prend une maison moyenne en Belgique, on est sur plus ou moins 120 mètres carrés. Et pour construire 1 mètre carré de logement, on est plus ou moins à 14 kg par mètre carré par an. Alors, de quoi sont composés finalement ces 14 kg de CO2? Ben, c'est ce que je disais tout à La l'heure. réunion est sur Facebook, si jamais, je ne sais pas. Oui, enfin. Oui, si le partager sur Facebook, a priori, ça pose pas de souci, tant que les accès ne sont pas mentionnés. Vous pourriez faire entrer André? Il est dans la salle d'attente depuis déjà pas mal de temps. Yes, on m'en occupe. Désolé. Et donc, en fait, derrière les 14 kg de CO2 par mètre carré par an, ben, on va notamment retrouver le gros poste, ça va être le ciment. Alors pourquoi le ciment particulièrement? Parce que pour fabriquer du ciment, en fait, il faut de la chaux. Et pour fabriquer de la chaux, en fait, on éclate des atomes de calcaire. Alors, pour ceux qui ont encore des notions de chimie, c'est CaCO3. Et donc, pour obtenir de la chaux, ben, vous avez du CO2 plus du CO qui est la chaux. La production de ciment, aujourd'hui, représente 5% des émissions mondiales de CO2. Et puis derrière, bah, vous avez tous les autres postes d'utilisation de votre maison, donc le chauffage, le chauffe-eau, la cuisson, les appareils électriques. Et alors, si vous regardez la consommation moyenne d'un ménage en termes de gaz, c'est plus ou moins 23 000 kWh de gaz et 3 900 d'électricité. Et donc, derrière ces kilowattheures-là, il y a de nouveau de l'énergie qui est consommée, il y a de nouveau des émissions de CO2 qui sont générées. Et donc, à la question de est-ce que l'électricité consomme ou émet plus de CO2 que le chauffage, en fait l'électricité est un poste relativement mineur, comme on le voit sur ce graphique. Donc pour un ménage de 3 personnes, 120 mètres carrés, on est plus ou moins à 5 tonnes pour le chauffage, alors qu'on est seulement à 700 kg d'électricité. Et malgré cela, on continue d'entendre qu'une des actions relativement symbolique pour réduire ces émissions de CO2, c'est d'éteindre ces lampes. Alors certes, c'est très visible, mais on se rend compte que ça n'a pas forcément d'impact. Pour obtenir le calcul de l'empreinte individuelle, vous prenez toutes les émissions du ménage et vous le divisez par le nombre de personnes qui se trouvent justement dans votre ménage, et vous obtenez les 2,5 tonnes que je citais en introduction en fait. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour avoir l'idée d'action. Alors, question, et là, très générale, à tout le monde, commentez, pensez peut-être à ce que vous avez déjà fait chez vous. L'idée, c'est vraiment de partager un petit peu les trucs et les astuces sur quelles actions, du coup, réaliser ce qu'il est possible de faire pour réduire ces émissions de CO2. Donc là, vous pouvez commenter dans le chat, et puis je propose que soit François, soit Simon, soit moi, on les cite, on les regroupe. Ça, donc le chat, pour info, se trouve normalement en bas de votre écran. Il y a un bouton de chat. Petit bouton discussion, la petite bulle. Alors, j'essaie de lire en direct. Isoler le toit. Être pauvre, dit Esmeralda. Et si l'électricité a peu d'impact, c'est parce que le chauffage est rarement électrique. Si le chauffage est électrique, le poste électricité est bien plus important. Covoiturer, prendre les transports en commun, utiliser l'appareil de classe énergie AAA. Donc ici, on est vraiment sur le logement. Hein. Donc,
Alors ça, c'est très vrai, hein, en fait, à partir que l'empreinte carbone est directement liée, enfin corrélée avec les revenus des personnes, et donc plus les personnes, enfin moins les personnes ont de revenus et plus leur empreinte carbone est faible, ce qui est très contradictoire par rapport à ce que pensent beaucoup de personnes qui, quand on leur demande est-ce que vous êtes écolo, répondent parfois non, et l'argument qu'elles citent en deuxième position, enfin elles disent parce qu'elles n'ont pas assez de revenus. Et en fait, c'est très très contradictoire parce qu'en fait, c'est simplement faux. Alors, est-ce que ça vient d'un greenwashing abusif ou est-ce qu'on ne se réfère qu'à sa consommation pour se considérer comme écolo ou pas? Ça, c'est un grand débat, mais c'est une très bonne remarque. Alors, on peut aussi remplacer les vieilles ampoules par des LED. Isoler, chauffer moins, ventiler avec récupération, type de chauffage PAC. Chauffage au bois Chaleur. contre chauffage au mazout. Ouais. Diminuer la consigne de 1 degré. Tout à fait. Donc tout ça, c'est des bonnes réponses. Ici, je vais un peu juste essayer de donner des ordres de grandeur hein, pour on peut les évaluer. Ici, vous avez un petit graphe qui montre la consommation électrique. Donc si on se concentre sur l'électricité de chacun, de toute une série d'appareils dans une maison. Donc c'est une consommation moyenne et donc on voit que le plus important, ça reste le chauffe-eau électrique qui est à 1700. Alors si on a un petit chauffage électrique dans sa salle de bain, ça fait vite 600 kWh, mais on voit potentiellement que tous les autres appareils sont en dessous de 300, en dehors de la voiture qui reste aussi généralement une exception. Et donc le fait de réduire potentiellement sa douche, et je sais de quoi je parle, de quelques minutes, en fait ça peut déjà être une action qui peut avoir un gros impact, beaucoup plus que finalement changer de frigo. Dégivrer son frigo, par exemple, permet, si vous avez 1 mm de givrage sur la paroi de votre frigo, il va consommer 30% en plus que sans ce givrage-là. Donc voilà, tout ça, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir les ordres de grandeur. Ici, j'ai aussi repris quelques autres actions que vous avez citées, qui parlent du réglage du thermostat, ne pas chauffer certaines pièces. Donc par exemple les toilettes, la buanderie, le garage, ne pas chauffer toute la journée, quand on est absent, éviter de chauffer, nettoyer ses radiateurs, aérer judicieusement, notamment le fait d'aérer le matin quelques minutes pour alléger l'air humide lourd et le remplacer par de l'air sec, ça permet de chauffer plus rapidement en fait. Et donc au final vous allez chauffer moins, même si ça peut paraître complètement contre-intuitif d'aérer le matin quand il fait froid. Et puis alors, il y a toute une série d'autres petites techniques, en plus des actions qui, elles, sont beaucoup plus, qui nécessitent un investissement beaucoup plus important hein, quand on parle d'isolation, quand on parle isoler son toit, changer de système de chauffage, etc. etc. Un autre exemple, c'est par exemple réduire la température de 2 degrés. La plupart des consignes pour atteindre la neutralité carbone, en tout cas notamment le Shift Project et d'autres, préconisent de chauffer à 19 degrés chez soi en journée et 16 degrés pendant la nuit. Donc 1 degré en moins, c'est l'une des actions finalement les plus efficaces et ça peut simplement commencer par s'habiller plus chaudement. Donc, oui, ça n'a l'air de rien, mais en même temps, c'est des petites choses qui font que ça, voilà, on ne s'imagine pas forcément que ça a autant d'impact, mais Simon nous dit pour info, PAC, pompe à chaleur, permet de produire 3 à 5 unités de chaleur pour une unité d'électricité consommée. C'est comme un frigo qui fonctionne à l'envers. Et Sophie nous dit, du coup, ne pas prendre de douche chaque jour, se laver à l'évier 1 jour sur 2 comme nos grands-parents. oui, ou bien prendre des douches froides aussi. Ça peut avoir c'est aussi allez, prendre une douche froide par exemple, c'est quelque chose qui est très bon pour la santé. Donc faut pouvoir le faire, c'est plus facile en été qu'en hiver, mais c'est toujours bon à savoir. Et donc en fait ici, si on regarde la consommation du chauffage, en fait, c'est 71% en fait de la consommation d'énergie. Et donc, c'est vraiment le post-chauffage qui mérite le plus d'attention. 14% pour le chauffe-eau, donc c'est de nouveau énorme. Et puis seulement 11% pour tous les appareils électriques. Donc, on se rend compte quand on regarde ceci qu'en fait, si on veut vraiment avoir un impact sur la réduction de ces émissions de CO2, le premier point et celui qui mérite le plus d'attention, c'est chauffage, chauffe-eau. Beaucoup
beaucoup plus, ou en tout cas plus proportionnellement parlant, que le fait de remplacer certains appareils, même si tout est nécessaire et tout est important. Ici, j'ai pris symboliquement 3 actions et j'ai calculé les émissions de CO2 qu'il y avait derrière. Donc la première, c'était de diminuer de 2 degrés la température du logement, de diminuer 15%, que ce soit l'espace chauffé, le temps où vous chauffez ou à travers des travaux d'isolation, d'aération, et puis de réduire de 20% la consommation d'électricité. Donc vous voyez qu'ici, de 23 000, on est passé à 17 000, et de 3 900, on est passé à 3 100. Et donc tout ça va avoir comme conséquence des réductions assez importantes. Donc si vous prenez la situation avant, la situation de départ et la situation après, on se retrouve avec plus ou moins 400 kg, donc 0,4 tonnes de CO2 en moins. D'accord, donc on est encore finalement assez loin du compte, parce que les 2 tonnes, c'est l'objectif de neutralité carbone. Mais voilà, on a quand même déjà diminué de 0,4 tonnes. Je me permets, Thomas, comment dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que personnellement, quand je l'ai fait avec Thomas, je lui ai posé à peu près 10 questions parce que j'avais du mal à bien tout saisir. Donc vraiment, n'hésitez pas. On prendra le temps qu'il faut, mais n'hésitez pas à poser des questions. Ou dans le chat, ou alors avec votre micro. Voilà. D'ailleurs, on me pose une question. Tac, tac, tac. Je remonte. Et le chauffe-eau au gaz naturel, demande Kate. Alors, le gaz naturel, en fait, c'est du gaz. Donc, généralement, il est pris ici. Alors, c'est toujours mieux de chauffer son eau au gaz naturel que de chauffer son eau avec la chaudière mazout. Après, ça, j'ai répondu dans le chat, en fait. Ah, ok. Au moment où tu as dit ça. Donc, en fait, si je peux juste préciser, le gaz naturel, il y met grosso modo 30% de moins de CO2 pour la même quantité d'énergie produite par rapport à un chauffage mazout. Donc, en gros, c'est mieux, mais ça reste une énergie fossile qui contribue au réchauffement climatique. Donc, en gros, si on a le choix entre les deux, c'est toujours mieux de prendre le gaz. Et donc, voilà, pour la petite info. Oui, et le gaz naturel neutre en CO2 de certains fournisseurs d'énergie n'est pas plus neutre en CO2 que le gaz naturel, ça reste une énergie fossile. Et alors ici, ce dont je voulais parler avec vous et qu'on pourrait réfléchir ensemble, parce que je pense, généralement à ce genre d'événement, il y a beaucoup de personnes qui sont relativement convaincues et qui ont déjà mis en place une série d'actions individuellement. Et donc la question, en fait, c'est, quand on comprend vraiment les enjeux, c'est qu'est-ce que l'on peut faire à son échelle, ça c'est assez important, mais surtout, comment aussi faire en sorte peut-être que d'autres personnes prennent le pas. Et donc là, l'idée, c'était peut-être de partager des idées, des choses que vous avez peut-être fait vous-même, qui ont peut-être incité vos voisins à faire de même, ou comment finalement arriver à faire en sorte que d'autres gens s'y mettent. Et l'idée après, c'est de faire aussi le parallèle avec Je suis ton voisin, et qu'il y a des initiatives que propose Je suis ton voisin pour aller dans ce sens-là. Donc voilà, comment est-ce qu'on pourrait y arriver ensemble, collectivement, individuellement, diffuser ce genre d'action, comment ça peut être aussi plus large, quel type d'aide les communes, l'État, les régions, ou à défaut d'aide, quelles normes les États et les régions pourraient mettre en place pour passer à la vitesse supérieure. Il existe on en parlait justement dans la commission énergie de Stavelot, hein. Il existe un système de chauffage local et communautaire. Je ne me souviens plus du nom du village, c'est près de Lierneux. Et donc, ils chauffent au bois, mais pour tout le village. Donc, ils ont créé un système... Pardon ? Malempré. Voilà, Malempré. Ça, c'est par exemple, on parle de local, on parle d'entraide et on parle de quelque part de circulaire parce qu'ils se fournissent, le bois est local aussi. C'est-à-dire que c'est des haies qu'ils ont plantées et que c'est des agriculteurs qui s'en occupent, donc ça leur garantit un revenu, entre guillemets. Ce sont des haies, donc on évite l'érosion, on favorise la biodiversité et ils font des retailles comme ça chaque année, ils se servent de ces tailles pour alimenter la chaudière. Et ils se servent aussi des chablis. Donc, ça a plein d'avantages. L'avantage que c'est du bois, déjà.
Donc, le deuxième avantage, c'est que c'est local, c'est des fournitures locales, donc on ne les apporte pas. Et on favorise la biodiversité en même temps. Donc, ça fait partie des moyens, en tout cas, de pouvoir agir, par exemple, sur la plus grosse partie du problème. C'est communautariser, réfléchir ensemble dans des coins comme ça, dans des villages ou même dans des villes, dans des coins de ville, pour réfléchir ensemble, collaborer et faire en sorte de créer des choses intéressantes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, donc, du coup, la commission Polex s'y intéresse. Et la Enfin, commission vous- de ce tableau, on Ouais. a parlé de ça avec Julie Mélis, et on va voir, on va essayer de rentrer en lien et essayer de réfléchir et inviter les gens qui l'ont fait pour voir comment ils s'y sont pris et voir comment ça fonctionne. Et donc une idée, typiquement, c'est pas aussi de relayer ça. Bon, ça se fait dans la commune de Stablo, mais dans sa commune, moi, elle me dit, ouais, mais etc., ce serait aussi de proposer ce genre de solution, enfin, de présenter ce genre de solution au conseil communal ou à la commission énergie, si elle n'est pas déjà en train de s'intéresser à tout ça. Enfin, le fait de proposer, en fait, des pistes, ça reste des bonnes idées. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans le chat qui sont sorties ou... Oui, attends, parce que l'ordinateur portable, j'ai des gros doigts. Alors, quel dégagement de CO2 pour du chauffage? Ah, mais vous parlez en même temps, ça a enlevé le truc. Pour du chauffage au bois comparé au mazout ou à l'électricité, est-ce possible pour une région entière de se chauffer au bois sans impact sur la biodiversité? Alors ça, c'est des grosses questions. Donc, au niveau du bois, le bois est nettement moins... donc, le bois, quand il pousse, stocke du carbone. Quand on le brûle, il l'éjecte. Mais de manière générale, le bois va être plus... comment dire, émet beaucoup moins de CO2 que les énergies fossiles. Donc, ça reste intéressant. Après, à l'échelle d'un village ou d'une ville de petite taille, ça reste faisable. Si on prend le cas pour la Belgique, ça va être plus compliqué. Malempré, il y a des belles forêts autour, il y a de la place. Si on prend je sais pas, si on prend Etterbeek, si on prend Sorin, ça va directement être plus compliqué parce qu'il y a une densité démographique beaucoup plus forte. Alors après, voilà, je pense que chaque zone, chaque région a ses avantages et ses inconvénients. Et dans la ville, le fait de la proximité fait aussi que potentiellement on va avoir besoin de moins d'énergie parce que souvent on va retrouver des bâtiments plus hauts avec des logements généralement plus denses, avec aussi un chauffage collectif de par celui qui vit au rez-de-chaussée chauffe en fait toutes les personnes qui sont dessus et donc des besoins moindres. Par contre, on va retrouver peut-être des plus grosses complexités au niveau de l'isolation. Donc voilà, ça c'est vraiment des questions qui sont très très générales. Simon, je ne sais pas si tu voulais compléter. Tout à fait. En fait, au niveau du bois, ici j'avais fait un petit calcul, une petite règle de 3 pour la question au niveau local, voir si c'était viable à grande échelle. Et j'avais remarqué qu'en gros, au niveau de la commune de Malmedy, je sais qu'il y a plus ou moins 10 000 mètres cubes de bois qui sont consommés, qui sont exploités et vendus chaque année. Et donc, j'avais fait le rapport en termes d'énergie et j'avais ramené ça à l'énergie consommée en termes de pétrole sur la commune. Et en gros, j'ai constaté que ça faisait 17% de la consommation de pétrole globale de l'entièreté de la commune, de tous les habitants. Maintenant, c'est un petit calcul de quota, mais ça donne l'ordre de grandeur du fait de dire que on consomme quand même énormément d'énergie. Ouais, et dans ton pétrole, par contre, tu as toute la mobilité si je me Voilà, il y a souviens toute la bien mobilité. Si c'est que le logement, on était à 60% du logement. Oui, donc avec un petit peu de couette, de pull et de restrictions, on pourrait y arriver. Ouais, Quoi. voilà, c'est ça. Ça va. Et d'isolation et de... Ok. Vous donnez une autre idée. Moi, ça fait 35 ans que j'ai une chaudière à bois, enfin, c'est déjà ma deuxième. Donc, je consomme environ entre 100 et 150 litres de mazout par an. Seulement, il me faut une vingtaine de stères, quoi. Hein. Ouais.
La seule chose, c'est que je prends surtout du bois mort. Donc, je ne coupe pratiquement pas de bois vert, quoi. Quand on voit ce qu'il y a comme bois mort dans nos forêts, qui sont très mal gérés, hein, au niveau des particuliers principalement, je crois qu'il faudrait peut-être une loi que les gens puissent ramasser, comme on en faisait dans le temps, c'était le glanage. C'est des gens pouvaient aller chercher leur bois mort sur les bois communaux, quoi. Et ça, maintenant, c'est interdit, en fait. Comment? Maintenant, c'est interdit. Ah, je crois qu'on ne peut plus aller ramasser le bois. Glanage. Okay, je pas du tout. C'est vrai que ça, voilà, réhabiliter le glanage, typiquement, ce serait une proposition intéressante. Je crois que, enfin, pardon, je ne sais pas si je peux parler. Je crois que ça a été supprimé parce que la putréfaction des bois, leur décomposition alimente aussi la suite, la régénération de la forêt et sert également de refuge pour beaucoup de micro-mammifères, donc les campagnols, etc., quoi. Okay. Je crois que c'est la raison qui a été évoquée. Ok. Voilà, c'est intéressant. Je ne sais pas du tout. Ok, merci. On va passer à l'étape d'après. Du coup, on va se concentrer un peu sur l'alimentation. Alors, l'alimentation, il y aura beaucoup de choses à dire. On va essayer de pas trop se concentrer là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui fait généralement couler beaucoup d'encre déjà. Maintenant, la question, comment est-ce qu'on calcule les émissions de CO2 liées à notre alimentation? En fait, c'est assez simple. On va prendre chaque type d'aliment. On va peser sur une petite balance ce que l'on mange par semaine de ce type d'aliment et on va le multiplier par un facteur d'émission. Donc, par exemple, si je mange 100 grammes de bœuf, je vais multiplier ces 100 grammes-là de bœuf par 100 grammes par semaine, on va dire. Je vais multiplier les 100 grammes par 52, donc 52 semaines. Et puis, je vais obtenir plus ou moins 5 kilos que je vais multiplier par le facteur d'émission. Et donc ici, vous avez le facteur d'émission. Donc, ce sont les émissions de CO2 équivalentes qui sont émises pour produire différents types de biens. Donc ici, je vous ai mis un petit tableau. Donc si on prend le total belge annuel, on est à 2,9 tonnes. Donc ça veut dire typiquement, 2,2 tonnes sans les restaurants. Donc les restaurants, hôtels, bars, c'est 0,7 tonnes. Donc si on se concentre sur les 2,2 tonnes, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, dans la mesure où le repas du Belge moyen équivaut déjà, voire dépasse légèrement le niveau qu'il devrait atteindre pour que globalement on atteigne la neutralité carbone. La neutralité carbone étant plus ou moins à 2 tonnes par an. Alors, petite question, à votre avis, pourquoi la viande, et plus particulièrement la viande de bœuf par exemple, est plus carbonée que les autres viandes? Est-ce que quelqu'un a une idée? Et la viande de manière générale? C'est pas avec le méthane, justement? Oui, c'est ça, oui. Ici, je suis resté sur l'équivalence CO2, effectivement. Et donc, effectivement, en fait, les ruminants, en ruminant, rotent et en rotant, émettent du méthane. Et donc, c'est vraiment la partie méthane qui va être le gros le gros des émissions qui vont faire qu'en fait la viande de bœuf va être beaucoup plus carbonée, on utilise ce terme-là, même si c'est rapporté que d'autres types de viande. Et les autres viandes, généralement, l'animal va être un convertisseur d'aliments, de culture. Et si on avait mangé directement ces cultures-là, généralement, il n'y a pas cette conversion qui fait que c'est relativement moindre. À votre avis, question simple pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, pourquoi à votre avis est-ce que le fromage est-il plus ou moins carboné que le lait? Pourquoi? Attends, David demande, les tonnages sont exprimés par an / par habitant, point d'interrogation. Oui, donc ces tonnages-ci, 2,2 tonnes, c'est par an, par habitant, et ceci, c'est le facteur d'émission. Donc dit autrement, pour produire 1 kg de viande de bœuf, cela émet l'équivalent en émissions de gaz à effet de serre, en CO2, de 28,9 kg. Pour 1 kg de poulet, on est à 4 kg de CO2. 1 kg de fromage, bon, je me trahis par rapport à ma question d'après, on est à 5 kg de CO2. Pour 1 litre de lait, on est à 1,22 kg de CO2. Pour du pain, on est à 0,67. Donc on voit quand on est sur des fruits et légumes locaux,
Donc si c'est la pomme, mais la pomme symbolise les fruits et légumes locaux, on est seulement à 0,267. Bonne nouvelle, on va pouvoir continuer à boire des bières, c'est seulement 1,09 kg. Bon, alors, après, c'est des termes précis, il faut plutôt retenir les ordres de grandeur, parce que chaque bière, une bière n'est pas l'autre, et je pense que c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Et donc, en fait, la réponse par rapport au fromage, pourquoi est-ce que le fromage est plus carboné que le lait, à votre avis? Parce qu'il faut le chauffer pour faire du fromage. Oui, mais au-delà de ça. Alors Sophie nous dit, fromage plus carboné si affiné en frigo électrique et non en cave naturelle, point d'interrogation. Alexis nous dit, oui, le fromage est plus carboné que le lait au kilo. Au plus la pâte de celui-ci est dure, au plus il aura fallu de lait pour le fabriquer. Voilà, c'est ça. Donc en fait, pour fabriquer du fromage, ça dépend du fromage. Mais je pense que pour du comté, il faut 10 litres de lait pour faire 1 kg de comté. Et donc inévitablement, si vous avez 10 litres de lait, il faut beaucoup plus de... il a fallu produire le lait avant de faire du fromage. Donc vous avez un facteur 10 entre les deux. Voilà, symbolisé en fait par ce petit. Donc pour faire 1 kg de fromage, vous avez besoin de 10 litres de lait. Alors ça dépend de nouveau des fromages. Et les fromages à pâte dure nécessitent plus de lait que les fromages à pâte molle. Ici, vous avez un petit tableau qui permet de visuellement bien voir les choses. Donc on voit très clairement, et c'est pour ça qu'on essaye de limiter la consommation de ruminants, donc il y a bœuf, veau, chèvre, mouton, qui vont être beaucoup plus élevés que tout le reste. Et finalement, quand on garde le reste, le lait est plus ou moins à 1, et puis la viande, le fromage beurre, on est à 4 ou 5. Donc ça donne un ordre de grandeur et ça permet aussi de... Alors, l'idée n'est pas l'idée est de réduire et en fait de comprendre finalement qu'il y a peut-être certains aliments que plutôt de manger 7 jours sur 7, on peut déjà en manger 3 jours sur 7. Hein, ça dépend aussi des habitudes que l'on a. C'est très difficile de changer des habitudes. Donc voilà, une fois qu'on a les ordres de grandeur, ça permet de savoir orienter son alimentation. Ouais. À tout hasard, je crois avoir lu que pour fabriquer 1 litre de Coca-Cola, il fallait 7 litres d'eau pour le fabriquer, laver la bouteille, enfin. Ouais. Voilà, enfin je dis ça parce que ça me fait un peu mal qu'on touche au lait et au fromage. Non, ici je cite le lait, je le cite en exemple. Mais juste après, j'ai un slide sur les produits transformés. Dont font partie effectivement le Coca-Cola et tous les produits transformés de manière générale. En fait, pour tous les produits, de manière générale, les produits transformés, il a fallu de l'énergie pour les transformer et puis pour les transformer, pour les emballer, potentiellement pour les stocker, surtout les produits transformés frais. Les plats surgelés, il faut à la fois les congeler. Une fois qu'ils sont congelés, quand vous les transportez, c'est dans des camions frigorifiés, et puis quand ils sont dans des magasins, ils sont toujours dans des espaces frigorifiés qui consomment beaucoup d'énergie, et donc de manière générale les produits transformés sont évités. J'ai pas je pourrais le retrouver après je sais que tout ce qui est soda, etc. sont beaucoup plus émettent beaucoup plus de CO2 que l'eau. Ça, j'en suis, ça me paraît évident. Après, par rapport au lait, je ne sais pas trop. Mais c'est clair qu'il y a aussi une question d'avantage à boire 1 litre de coca par jour, ou boire 1 litre de lait par jour, ou si on réduit un petit peu, boire 1 verre de lait par jour, boire 1 verre de coca par jour. Je pense que l'un des deux a plus de vertus au niveau de sa santé que l'autre. Les avantages sont aussi importants, mais ils ne sont pas pour la même personne. Celui qui le boit a du gain, tandis que celui qui produit le coca a du gain, plutôt que du lait, quoi. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quand même une question qui m'interpelle. Vous parlez du bœuf, que c'est un ruminant qui a énormément de méthane, tout à fait d'accord, par rapport au lait, mais bon, la vache est un ruminant et c'est elle qui produit du lait quand même, donc... Tout à fait, c'est pour ça que le lait a 22. Ouais. Oui, mais la vache est un ruminant, donc pour produire du lait, elle fait beaucoup de méthane aussi. On pourrait presque mettre le lait dans la catégorie du bœuf et du veau. Ici, dans ces calculs-ci, tout est agrégé en fait.
Donc en fait, généralement, on mange une vache une fois, alors qu'elle produit du lait plusieurs fois. Et donc, puisqu'on va diviser toutes les émissions d'une vache laitière par le nombre de litres de lait qu'elle a produit, on va se retrouver avec un nombre beaucoup plus petit pour le lait, en fait. Voilà, c'est pour ça. C'est rapporté en fait à une unité. À votre avis, est-ce qu'il vaut mieux manger local ou de saison? Grande question, grand débat. J'aime bien le petit sourire que tu fais juste après cette question. Ce ne serait pas un peu sadique? Les deux. Je m'attendais à la réponse les deux. On doit choisir de saison. Si on doit choisir de saison. Alors ici, voilà quelques petites... Et à votre avis, pourquoi est-ce que manger de saison est plus intéressant ou est plus bénéfique pour le climat que de manger des produits hors saison? Hors saison, c'est chauffé, alors que c'est encore plus d'émissions que le transport. C'est ça, exactement. Donc en fait, ici, vous avez deux cas, hein, c'est une étude de l'ADEME. Vous avez des fraises et des tomates. Donc on va prendre le cas de la tomate, hein, c'est celui le plus marquant. Donc en fait, les tomates sont hors saison, sont cultivées sous des serres chauffées, et donc on voit que leur facteur d'émission est multiplié par 4. Donc des tomates cultivées sous serre chauffée, ben, on est plus ou moins à 2 tonnes au kilo. Ici, au niveau des fraises, ben, vous avez aussi un facteur 2. Alors, oui, ce qui est aussi important de souligner par rapport à ce travail-ci, c'est qu'on se concentre sur le CO2, qui est un indicateur. Et en fait, si vous regardez, quand on réfléchit sur les impacts environnementaux, il y a beaucoup d'autres indicateurs qui ne sont pas pris en compte ici, hein. Typiquement, des indicateurs sur la biodiversité, des indicateurs sur la pollution de l'air, des indicateurs sur l'utilisation d'eau, qui ne sont pas pris en considération et qui méritent aussi qu'on s'y intéresse. Maintenant, voilà, on a un temps limité et on ne sait pas tout regarder, mais il y a aussi des grosses conséquences entre des produits qui sont faits de saison et hors saison par rapport à la consommation d'eau. Ça, j'en parlais juste avant. Donc, plus un produit est transformé, conditionné, réfrigéré, plus il consomme de l'énergie, ainsi que des matières premières pour son emballage. Généralement aussi, un autre point important, ça va être le transport. Donc, si vous prenez un produit, alors il y a différents produits qui sont encore importés en avion. Ici, j'ai pris le cas de la mangue. Une mangue qui est importée en bateau, c'est plus ou moins 2,2 kg de CO2. Une mangue qui est importée en avion, c'est 25 kg. Alors, pourquoi est-ce que la mangue est emportée de temps en temps en avion? C'est comme les asperges, elles sont aussi importées parfois en avion. C'est parce que c'est des produits qui viennent de loin, donc pas les asperges d'Allemagne, et généralement qui ne se conservent pas bien. Donc ça, c'est les deux composantes qui fait qu'on va utiliser des modes de transport un peu plus rapides. Et donc là, typiquement, on se rend compte que le transport en bateau n'est pas aussi impactant que ce qu'on aurait pensé, même si ça vient de loin. Par contre, en avion, là, très clairement. Du coup, de nouveau, par rapport aux différentes indications qu'on vient de donner, est-ce que vous avez des idées sur à la fois peut-être des actions à réaliser, mais encore plus peut-être de comment inciter les gens peut-être à manger un peu plus local? Alors ça pourrait être soit en discussion avec un ami, ou ça pourrait peut-être être, je dis manger moins carboné. Comment est-ce que l'on pourrait faire? Comment est-ce que ça pourrait... Alors, Kate nous dit, si on consomme de saison mais que ça vient de l'autre bout du monde, ce n'est pas bon non plus. Alors elle propose de créer un GAC. Un GAC, c'est un groupe d'achat commun. Ouais. D'autres solutions? On voit que personne n'a envie d'abandonner son pudding, c'est ça? Alors son verre de coca? Simplement acheter local chez les petits producteurs. Il y en a assez autour de nous, je crois. Oui, tout à fait. Donc faire la promotion finalement des petits producteurs. Bon, il n'y a pas toujours un assortiment que l'on croit comme dans les grands magasins, mais bon, c'est un choix aussi à faire. Je le fais très souvent, je fais maintenant je n'achète plus vraiment que du local. C'est vrai qu'on est certain limité dans certains prix, dans certains légumes. Mais bon, c'est pas final, tout simplement. C'est un choix à faire. Oui. Il reste le problème de la ville quand même. Pardon.
Bah, oui et non, mais je vais juste peut-être dire, alors il y a Esmeralda qui propose d'assister auprès des restos pour qu'ils proposent des options vegan, végétarien. Cantine durable. Oui. Les petits producteurs peuvent être ceux qui fournissent le GAC. On demande à nouveau, est-ce que les tonnages sont exprimés par an habitant? Donc les facteurs d'émission, c'est vraiment par kilo produit. Ah ok, pas fait exprès, dit-il. Désolé. Ok. Donc oui, en fait, comment finalement arriver à pousser dans les cantines plus de produits locaux? Ça, c'est vraiment des grosses questions qui se jouent vraiment au niveau communal. Il y a la question du prix notamment, et du coup, il y a peut-être aussi des questions de normes, peut-être aussi au niveau comment finalement peut-être plus protectionniste pour éviter de voir certains marchés inondés de produits étrangers. Ça, c'est des grosses questions. Alors, est-ce que ça se décide au niveau... Enfin, je pense que ça se décide plus au niveau fédéral, sinon européen, mais il y a des groupes qui travaillent là-dessus. David nous dit une bonne information sur les endroits où se fournir. Oui. Alors, Kate nous dit aussi qu'à Liège, il y a la ceinture alimentaire liégeoise qui vise à nourrir Liège avec des aliments cultivés sur place. Ils vont bientôt arriver à 10% de la population. Attends, non, je raconte un chiffre trop grand là. C'est 5%, quelque chose comme ça. Ok. On arrive à 5%. Enfin, parce que je connais pas mal de gens qui y travaillent. Donc, c'est une ceinture alimentaire, c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est sur les alentours de Liège, en périphérie. Il y a énormément de maraîchers qui se sont regroupés et ils vont fournir des magasins à l'intérieur de la ville. Pour répondre à la question aussi sur la ville. Il y a à Changeons de main, il y a Alain Fion qui a parlé aussi de pouvoir diminuer la publicité parce que il ne suffit pas de proposer des produits de qualité aux parents dans les écoles. Je travaille dans une école et c'est un sujet, mais les jeunes ne sont pas éduqués non plus en ce sens-là. Ils sont, comment vais-je dire, vraiment obnubilés pour une grande partie aux produits que l'on propose dans les publicités, quoi. Orangina, Twix, ce genre de choses, quoi. Donc il y a aussi un travail. Ici, il y a un travail d'éducation, il y a aussi il faudrait obtenir de ne plus inonder non plus les antennes et les TV avec des publicités pour de la nourriture malsaine, quoi. Je sais qu'il y a des collectifs à Liège notamment qui luttent pour, ça s'appelle Liège sans pub, qui luttent pour la suppression des panneaux publicitaires communaux, enfin de JCDecaux. Ah oui, c'est bon à savoir. Et je sais que dans certaines villes, notamment françaises, ils ont retiré tous les panneaux publicitaires. Alors j'ai plus les noms en tête, mais voilà, ça je sais que ça se fait. Alors ce qui est aussi possible de faire, parce que maintenant on a aussi de plus en plus de publicité sur internet, il y a des petits programmes type Adblock ou uBlocker qui bloquent en fait toutes les publicités que vous avez. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube par exemple, et ça dans le cadre des jeunes, ça peut être aussi des informations intéressantes à partager, qui généralement sont appréciées parce que j'en aime pas forcément la pub. Oui. Et ça c'est gratuit et ça s'installe en quelques minutes. Merci. Et du coup, on en sort. Un autre exemple que j'avais trouvé assez intéressant, c'est par exemple d'inviter des amis à manger un plat végétarien. On fait une petite lasagne butternut courgette et finalement on mange ce plat végétarien, finalement on découvre une nouvelle recette et les gens la réappliquent chez eux et se rendent compte qu'il y a moyen de faire des plats sans viande. Donc, ou bien offrir un livre de recettes végétariennes, c'est bête, mais on a aussi culturellement parlant, on a tellement l'habitude de manger patates, puis un légume et puis un morceau de viande qu'on en oublie, enfin qu'on n'ait pas finalement des recettes sans viande et que si on retire la viande, on se retrouve avec des pommes de terre et des carottes râpées, et finalement c'est moins appétissant alors qu'il existe toute une variété de recettes végétariennes méconnues parce que c'est pas dans nos habitudes et le fait d'avoir un livre et d'en faire une de temps en temps permet d'enrichir sa gamme de plats végétariens et on se rend compte que ça peut être assez bon. Et c'est clair que pousser aussi dans les restaurants des plats végétariens, c'est super important parce que c'est vrai que souvent ça manque ou alors c'est le plat végétarien mais c'est la salade. Ouais.
Ouais, ça m'est très souvent arrivé. Je partage aussi peut-être, voilà, on est quand même avec Je suis ton voisin. Ouais. Je me permets de parler de ça aussi. En effet, parce que Kate disait faire des gags, c'est ce qu'on propose. Clairement, ça, en tout cas, des propositions, que faire entre voisins, que faire dans ce qu'on appelle la bulle d'entraide. Quand on a un petit réseau de voisins, c'est de faire un groupe d'achat commun. À Francorchamps, par exemple, dans la bulle de Francorchamps, il faisait venir, il livrait pour 9 maisons, en fait. Donc, il y avait déjà un gars de voiture, donc il livrait les légumes locaux et il livrait tout ce qui était vrac chez un habitant qui les autres venaient chercher, en fait, tout simplement à pied, venaient chercher leurs légumes locaux et tout ce qui était vrac. Donc ça fait partie des choses qu'on propose. Et le fait de se retrouver comme ça, justement, entre voisins et entre personnes qui sommes un peu concernées et conscientes qu'il faut agir, en somme, c'est aussi l'occasion pour partager des recettes, de manger un petit bout ensemble, de se dire, tiens, j'ai essayé cette recette-là, je te la conseille, tiens, je te la passe. Donc c'est aussi un échange d'expériences qui peut se faire comme ça, intéressant, quand on n'est pas forcément cuisinier ou qu'on n'a pas trop le temps, justement, de se plonger dans tout ça. Effectivement. Et ici, j'ai fait un petit calcul, en fait. Donc, je suis reparti de la moyenne de consommation d'aliments par an belge. Donc, j'ai été voir un peu les différentes stats. Le fait de manger moins de viande, donc ici, on ne parle pas de ne plus manger de viande, on parle de manger 3 fois moins de viande que ce qu'on en mange aujourd'hui. Ça permet de réduire de 340 kg ces émissions de CO2. Le fait de passer de l'eau du robinet au lieu de l'eau en bouteille, ça permet de réduire de 250 kg son empreinte carbone. Manger moins de plats préparés et les remplacer par des produits de saison, 240 kg. Et manger local, et donc éviter de manger des produits qui viennent en avion, c'est moins 170 kg. Et donc au total, toutes ces actions combinées permettent de réduire son empreinte de 1 tonne. Ça, donc c'est quand même pas rien. C'est énorme. C'est énorme, Ouais. 1 tonne. Hein. Vraiment, dans le calcul, on doit diviser par 8. Hein. Je vous rappelle, on a 12 tonnes, on doit diviser par 8. C'est quand même divisé par 8, c'est énorme. Et c'est très encourageant de voir qu'en en mettant ça en place, je trouve qu'il y a moyen déjà d'avoir déjà un bon impact, quoi. Effectivement. Et ensuite, il y avait la mobilité. Je vais essayer de pas trop traîner parce que déjà le temps passe. En plus, on a été interrompu. Au niveau de la déplacement, ce que j'ai fait, c'est scinder les 3 types de déplacements. C'est les déplacements professionnels sur lesquels généralement on est contraint. Les déplacements privés sur lesquels on a quand même plus de liberté, et puis les déplacements pour partir en vacances. Et donc, si on regarde les déplacements professionnels à hauteur de 30 km par jour, 50 km par semaine pour ces déplacements privés et 2000 km par an pour partir en vacances, on obtient un total de 10 000, plus ou moins 10 500 km, donc on est en deçà de la moyenne belge. Alors, je ne sais pas si vous connaissez plus ou moins les kilomètres que vous faites par an, mais ça vous permet d'avoir un ordre de grandeur. Et donc, ce qu'on fait, ici on parle d'empreinte individuelle, donc on va devoir répartir ces kilomètres-là par le nombre de personnes qui sont dans la voiture. Donc, quand vous covoiturez, vous allez diviser les kilomètres parcourus vous allez les reporter sur plus de personnes, d'où l'intérêt du covoiturage. Et donc ici, pour les kilomètres professionnels, on est parti de l'hypothèse qu'on voyageait seul. Pour les déplacements privés, il y a 1,2 personnes en moyenne, et pour partir en vacances, toute la famille part, et donc on est 4, on part avec des amis, et on est 4 personnes. Donc on va obtenir un nombre de kilomètres total qui va être de plus ou moins 8600. On va multiplier ça par 7 litres au 100, donc c'est la consommation du véhicule. Et pour 1 litre d'essence, en fait, il y a le rejet de 2,8 kg de CO2 dans l'atmosphère. Et donc tout ça nous amène un total de 1,7 tonnes. Alors, au-delà d'utiliser la voiture, on va retrouver la construction de la voiture. Alors, pour répartir la construction de la voiture, donc pour construire toute une voiture, c'est plus ou moins 6 tonnes. Alors là, au niveau de la voiture, il y a pas mal de différences. Hein. Si vous roulez en Twingo ou si vous roulez en SUV, forcément, le SUV, on va plus s'approcher des 8 tonnes. Les voitures électriques
émettent plus d'émissions à la production, beaucoup moins à l'utilisation. Donc une voiture électrique, ça va de 8 tonnes à 18 tonnes. Hein. Ça dépend toujours des modèles. Hein. Si vous êtes sur des voitures qui pèsent 2 tonnes, ou si vous êtes sur des voitures qui pèsent 1 tonne, ça va être très différent. Et donc, pour la voiture, au final, on va répartir les 6 tonnes en fonction du nombre de kilomètres parcourus annuellement et on obtient plus ou moins 350 kg. Du coup, à votre avis, qu'est-ce que l'on peut faire pour réduire les émissions liées à la mobilité? Alors ici, j'ajouterais même, je pense que beaucoup de personnes sont Malmedy ou aiment Staulo. Et donc du coup, qu'est-ce que l'on pourrait envisager de faire en zone rurale? Parce qu'en ville, c'est très différent, c'est généralement beaucoup plus facile de se passer de la voiture. Encourager le télétravail, éventuellement. Le télétravail qui a fait un grand bond depuis 1 an et demi. Effectivement, enfin un peu plus d'1 an, qui a explosé alors que par le passé c'était inenvisageable pour beaucoup d'entreprises. Et maintenant, le télétravail, effectivement. D'autres idées? Oui, mais moi je dirai après. Ici, vous avez un petit tableau qui exprime en grammes le gramme de CO2 émis par kilomètre passager. Et donc on voit à chaque fois, vous avez le type de véhicule, avec le nombre de personnes dans le véhicule, et les émissions CO2 équivalentes. Donc vous voyez qu'un avion avec 88 passagers, on a 288 grammes par kilomètre. Gros problème de l'avion aussi, c'est que généralement on a tendance à faire beaucoup de kilomètres quand on le prend. Si vous prenez un bus avec en moyenne 12,7 personnes, on est à 68 grammes. Et donc les bus qui roulent par chez nous, en dehors des heures scolaires, sont généralement plus émissifs, malheureusement parce qu'il n'y a pas assez de monde dedans. Et la voiture, quand on covoiture, on va diviser par 4 les émissions d'une voiture, et donc on va se retrouver avec 42. Et on voit, ça c'est sans surprise, que la marche à pied ou le vélo sont très très peu carbonés. Du coup, je ne sais pas si vous avez des idées. C'est souvent un sujet très compliqué. J'ai mis mes idées dans le chat. Oui, excuse-moi Kied, j'avais coupé mon micro. Donc, aller travailler en vélo électrique, prendre le bus, aller en vacances en train. Oui, typiquement, c'est vraiment des actions. Alors, il y a le fait aussi, je te laisse peut-être... Oui, en fait, comment dire, on a envie de mettre, ce qui serait bien, c'est que les gens, entre voisins, justement, fassent du covoiturage. Ce qui est déjà bien, c'est qu'on a le lieu, un lieu d'arrivée commun, pratiquement. Donc, ça simplifie déjà les choses. Il y a des applications qui sont super sympas. D'ailleurs, Thomas en a développé, qui permettent de covoiturer sympathiquement. Et voilà. Ça fait partie aussi des choses qu'on propose. Et quand on parle de GAC, justement, quand on ramène des courses, si vous allez faire les courses et que les voisins ont commandé et que vous ramenez juste la commande des voisins, par exemple, vous évitez déjà 4 voitures sur la route, par exemple, si vous êtes 5 dans votre structure d'entraide. Donc ça aussi, ça peut déjà pas mal jouer. Voilà, tout à fait. Donc organiser par exemple une journée de covoiturage au travail, ça peut être aussi bien organiser du covoiturage lors d'un événement à vous organiser. Bon, c'est moins le cas pour l'instant, mais il y a 2 ans, il y avait eu du covoiturage organisé lors du Létaré de Stavelot. Et les chiffres, c'était, il y avait peut-être 15 personnes qui avaient utilisé la plateforme de covoiturage. Alors, j'espère et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont covoituré sans utiliser la plateforme, mais ça a été fait aussi lors du carnaval de Malmedy. Et là, c'est clair que ce sont des événements où il y a moyen de faciliter le covoiturage parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui s'y rendent et un grand nombre de personnes qui le quittent. Et donc ça, c'est assez pratique. Et le covoiturage, pour moi, en zone rurale, reste pour les longues distances, au-delà de 5-10 km, la solution la plus efficace. Ici, j'ai pris quelques exemples d'actions. Donc, si vous passez à 50% de trajet
professionnel, soit en transport en commun, ou que vous télétravaillez la moitié du temps. Au final, le résultat est le même. Si vous réduisez votre trajet quotidien de 50%, alors ça peut être des bêtes exemples. On a fait un petit travail avec certains ménages de la commune de Malmedy qui nous disaient que maintenant, ce qu'ils faisaient quand ils allaient par exemple manger chez leurs beaux-parents, ils s'attendaient en fait, parce que jusque-là, l'épouse partait par exemple avec les enfants manger et le mari rejoignait genre 5 ou 10 minutes plus tard, et donc il y avait 2 voitures pour une même famille, et puis ils revenaient avec les 2 voitures séparément parce qu'ils n'arrivaient pas en même temps. Et donc voilà, ça c'est des petits exemples, mais quand on commence un peu à regarder tous les kilomètres qu'on fait sur une semaine, le nombre de fois qu'on va au magasin par exemple, si on n'a pas l'habitude d'y faire attention, on peut vite faire le trajet de quelques kilomètres pour aller reprendre 1 ou 2 ingrédients qui manquent pour la recette du soir, et l'air de rien, mais ça peut vite s'accumuler. J'ai entendu une étude qui disait que 70% des trajets faisaient moins de 3 km. Alors j'ai l'impression, c'était un homme politique qui disait ça, un homme politique du parti Écologie Les Verts, donc je suis pas convaincu du chiffre, mais je pense qu'il y a quand même un grand nombre de kilomètres qui sont faits pour des trajets très très courts, aller dans un magasin près de chez vous, ou aller rendre visite à un ami ou un membre de la famille. Et donc là, il y a peut-être des choses à faire. Se déplacer en vacances, alors là, bon, c'est plus compliqué quand on a des enfants et qu'on a besoin de la voiture, mais il y a des voyages en train. Il existe aussi des solutions comme l'Interrail qui permet de voyager dans toute l'Europe. On est peut-être un peu plus quand on a envie, qu'on aime bien voyager en train, qu'on a plus l'occasion, c'est des solutions hyper intéressantes, surtout au détriment de l'avion, dont je parlerai juste après. Et puis, si on covoiture un petit peu, sur le trajet, ça permet de vite fort réduire nos kilomètres attribués. Et donc, on passe à 2150 km par an. Et puis derrière, il y a l'éco-conduite. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'éco-conduite, vous avez déjà entendu parler. Donc l'éco-conduite, c'est en fait adapter sa manière de conduire. Grosso modo, c'est rouler un petit peu moins vite, mais c'est surtout ne pas accélérer dès qu'on a un peu d'espace devant soi et freiner brusquement. Donc c'est beaucoup d'anticipation qui permet du coup de réduire sa consommation assez facilement de 10 à 15%. Et donc tout ça mis en bout à bout avec le fait de partir en train plutôt qu'en avion, on se retrouve avec des réductions de 3 tonnes 100 sur les plus ou moins 4 tonnes au niveau de la mobilité. Alors comment est-ce qu'elles sont réparties? Alors ici c'est des pourcentages, donc c'est pas toujours... si vous faites que de l'éco-conduite sur tous vos kilomètres, ça va avoir beaucoup plus d'impact que les 60 kg mentionnés ici. Mais un ordre de grandeur assez intéressant, si vous faites vos allers-retours, votre trajet pour aller travailler en vélo plutôt qu'en voiture, à raison de 10 km aller-retour, donc en gros c'est 5 km depuis entre chez vous et votre travail, c'est 400 kg de réduit. Donc c'est énorme. C'est l'équivalent des actions de chauffage qu'on avait mentionnées. Voilà. Est-ce que je te lis les réponses sur le chat? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors aux USA, nous dit Kate, il y a une bande pour les voitures qui covoiturent sur les autoroutes, ça évite les embouteillages. Je trouve ça très sympa. Ça aussi. Oui. Alors nous avons choisi, Johan qui nous dit, nous avons choisi des vacances à pied, vélo et train l'an dernier avec nos 3 enfants. C'était magique. Hop. Et elle nous a dit aussi faire un choix d'une seule voiture par famille et organiser notre vie en fonction de cela, lieu de fréquentation. Ouais. Mais Joanne est déjà très au taquet. C'est très bien. De l'ASBL Impact qui est sur Verviers et qui promeut le zéro déchet notamment, et plein d'autres choses, des ateliers dans la nature et plein de trucs ultra sympas pour les enfants. Donc si vous ne connaissez pas Impact, allez-y, n'hésitez pas. Surtout, excuse-moi, surtout. Voilà. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ce sur quoi on travaille avec Émission Impossible, c'est une base de données avec une centaine d'actions. Donc, on aimerait bien sortir ça d'ici quelques semaines. Donc, en gros, ce sera
une plateforme sur laquelle vous pourrez trouver 100 actions avec la réduction de CO2 correspondante. Et donc, vous pourrez faire un petit peu votre pioche et trouver un petit peu d'inspiration là-dedans. Donc, c'est un projet qui est en cours, on espère bientôt le finaliser. On arrive dans le dernier poste, qui est celui des achats, des biens et des équipements qu'on a autour de soi. Et donc là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de compter le nombre de paires de chaussures qu'on a, le nombre de pantalons qu'on a, le nombre de t-shirts, enfin toutes les pièces de vêtements qu'on a. Alors ceci, c'est pas ma garde-robe, c'est une garde-robe un petit peu fictive, mais le principe reste le même. En fait, pour produire une paire de chaussures, il a fallu du cuir, et donc, si ce sont des chaussures en cuir, ou du plastique. Donc le plastique, c'est du pétrole. Il a fallu assembler tout ça, ça nécessitait un petit peu d'énergie. Dis Thomas, je me permets de t'interrompre une seconde. Tu n'as que 2 robes dans ta garde-robe. Ouais, okay. Exactement. Bon. Je disais justement que c'était pas la mienne. Je suis un peu déçu. Excuse-moi. C'est pour le carnaval. Voilà. Et donc en fait, de nouveau, il y a les facteurs d'émission par type de vêtements. Donc tout ça, c'est des calculs d'analyse de cycle de vie. Et donc pour fabriquer un t-shirt, ce qui est assez logique, un t-shirt généralement c'est plus léger qu'un pantalon. Ça va nécessiter 4 fois moins, enfin ça va émettre 4 fois moins de CO2 que pour produire un pantalon. Et donc ici, vous avez toute une série d'exemples. Et donc après, vous allez prendre votre garde-robe de vêtements qui a un poids CO2 et vous allez le diviser par le nombre d'années lors desquelles ces vêtements-là sont portés pour obtenir la part carbone de vos vêtements. Alors ici, nous, dans nos calculs, si on achète un vêtement d'occasion, on estime que c'est le premier acquéreur qui a dû supporter tout le CO2 et donc c'est considéré comme zéro. Donc acheter d'occasion, typiquement, c'est zéro. Du coup, au-delà d'acheter d'occasion, est-ce que vous avez des idées d'actions qu'il est possible de faire pour réduire l'impact lié à sa garde-robe? Des suggestions ou des... Préparer. Oui, c'est-à-dire, finalement, apprendre à coudre. Ouais. Donc finalement, savoir coudre, c'est relativement bête, et moi je sais recoudre un bouton, mais recoudre un bouton, refaire une tirette, refaire un petit trou. Alors bon, j'ai une mamie qui est extrêmement qualifiée et qui fait ça extrêmement bien, et donc j'ai cette grande chance. Mais voilà, typiquement, si certaines personnes jettent leurs vêtements si le bouton est cassé ou si leur tirette est cassée. Et donc, ça fait quand même pas mal de CO2 généré bêtement, d'énergie générée bêtement, au-delà des autres aspects. Alors, Joanne nous dit réparer, louer, réparer les trous avec des patchs. Les enfants adorent les petits écussons. Ton papa vient te cramer en disant merci, mamie. Alors, donner les vêtements des enfants à d'autres. En termes de location, est-ce qu'il y a des est-ce que la personne qui a mis ça connaît un endroit où on peut louer des vêtements, ou bien c'est pour enfants, c'est pour adultes? C'est Joanne qui a mis ça? Je sais qu'il y a l'entreprise Mud Jeans qui loue des jeans, mais c'est relativement cher. Même si l'intérêt c'est qu'il est loué, donc une fois qu'il n'est plus porté, il est renvoyé. Potentiellement, il y a pour les enfants, oui. Il y a des locations de vêtements pour les enfants. Ok. J'imagine en bas âge, je suppose. Ouais. Je ne suis pas encore parent, donc je ne sais pas. Ça, c'est toujours bon à savoir. S'il y a un nom d'un magasin ou quoi, elle peut publier l'info dans le chat. Parce qu'il y a 10 bourses de vêtements en magasin de vêtements d'occasion. Ouais. Comme elle me dit, la Croix-Rouge fonctionne très très bien. Hein. Ouais. Moi, je ne m'habille que là. Évidemment, je ne suis pas bien habillé. Ça, c'est une question de goût, ça dépend. C'est parce que tu ne me connais pas. Là, je dis que ta photo et vu la photo qui est là, je ne sais pas déduire grand-chose. Il y a Fanny qui nous dit il existe aussi des loueurs de robes costumes pour les grandes occasions, mais plutôt sur Bruxelles. Alors Kate nous dit ne pas faire attention à la mode. Oui. Acheter des vêtements plus classiques, en fait, finalement. Des choses qui ne se démodent pas. Ouais, tout à fait.
voilà, là, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et puis, grosso modo, acheter des vêtements dont on a besoin. Finalement, on a 2 jambes, 2 bras, un buste et une tête. Et donc, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un grand nombre de paires de chaussures. Ici, j'avais pris quelques actions. Donc, en gros, toujours pour donner des ordres de grandeur, hein, donc si vous achetez la moitié de vos vêtements en seconde main et que vous doublez le nombre d'années, donc ça, ce sont 2 actions qui permettent de réduire de... alors, c'est pas 900 kg, c'est prendre les chiffres ici à droite. C'est 160 kg pour le mobilier d'occasion. Donc, j'ai pas parlé du mobilier, mais pour le mobilier, c'est le même principe. Hein. Vous achetez une table d'occasion, vous achetez des chaises d'occasion. Portez vos vêtements 2 ans au lieu d'1 an. Acheter la moitié de vêtements en seconde main, c'est 240 et 130 kg respectivement. On arrive au dernier point, le numérique. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui émet du CO2 dans le numérique? Les serveurs. Internet. Les serveurs. Donc, les serveurs, Internet, oui. Tous les relais GSM. Voilà, donc les relais, la fabrication des antennes. Puis il nous dit streaming. Oui, donc ça c'est Internet. Puis le renouvellement des appareils. Effectivement, tout le renouvellement des appareils. Donc de tête, pour que vous ayez une idée, hein, comparativement ici à parce que je ne l'ai pas dans le slide, un smartphone, c'est plus ou moins 34 kg de CO2. Bon, ça dépend du smartphone. Et donc un smartphone, en gros, c'est l'équivalent de 3 paires de chaussures. Ça va. Un ordinateur portable, c'est plus ou moins 340 kg. Donc vous voyez que c'est quand même, bien que ce soit bien plus petit, c'est beaucoup plus d'émissions de CO2. Donc c'est toujours intéressant d'avoir comme ça des ordres de grandeur. Et alors en fait au niveau de la vidéo, ce qui se passe c'est que pour avoir pour que l'information arrive sur votre écran, donc pour aussi que l'on puisse se voir ce soir, ce qui se passe, c'est que des données préenregistrées sont stockées dans des data centers qu'il faut transférer du data center jusqu'à, à travers donc les différentes antennes, jusqu'à finalement le signal Wi-Fi de votre routeur qui arrive finalement qui envoie l'information, l'image à l'écran. Alors, il y a une grande étude qui a été faite par The Shift Project qui estime que pour 1 gigaoctet, alors 1 gigaoctet, je vous donnerai après les ordres de grandeur par rapport à différents types de documents, c'est plus ou moins 0,24 kWh. Et donc ces kilowattheures-là, vous allez devoir les multiplier par le mix électrique, en l'occurrence belge, qui est plus ou moins de 180 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc dit autrement, pour fabriquer 1 kWh, l'électricité, ça a émis 180 grammes. Alors comment, d'où viennent ces 180 grammes? En Belgique, c'est principalement les centrales au gaz qui sont les plus carbonées. Ici, vous avez une notion, donc le volume en kilooctets pour différents formats de contenu. Donc typiquement, vous voyez très clairement qu'une vidéo en haute définition, c'est extrêmement volumineux. Et donc, puisque c'est extrêmement volumineux, ça va nécessiter plus d'espace de stockage et ça va nécessiter plus d'énergie pour transformer ces informations-là. Typiquement, on va retrouver une vidéo basse définition, on va déjà être nettement moins volumineuse. Écoutez de la musique. D'ailleurs, j'en profite pour glisser un petit mot. Si cette petite conférence pouvait être rentabilisée par une petite action, parce qu'on est en train d'utiliser des données, en contrepartie, si vous pouvez acheter quelques vêtements en seconde main, acheter des fruits et légumes, voilà, on n'aura pas trop contribué à augmenter le niveau de CO2. Ce serait super mamé. Un autre exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent des personnes qui écoutent leur musique sur YouTube. Je sais que c'est quelque chose qui est très très fréquent. Et donc quand vous écoutez de la musique sur YouTube, en fait, vous allez, pour écouter de la musique, avoir un volume de données 66 fois supérieur à ce qu'il pourrait être si vous l'écoutiez sur
Spotify ou sur Deezer ou sur un autre type de format musical. Donc ça, c'est vraiment un petit truc. Une fois qu'on le sait, on ne le fait plus. Et c'est un impact assez important. Donc voilà. Et alors, quand on parle de tri SML, on se rend compte que c'est relativement anecdotique par rapport au fait de regarder Netflix, Amazon ou YouTube en haute définition. Les photos, c'est pareil, ça reste relativement anecdotique au final. Ce qui se passe par contre avec les photos, c'est que si vous en prenez beaucoup, ça risque à un moment donné de ralentir votre smartphone et vous allez devoir changer de smartphone. Du coup, à votre avis, quelle action est-ce qu'il est possible de faire pour réduire les émissions au niveau numérique? Est-ce que vous avez d'autres idées? Des choses qu'il est possible de faire? Donc j'ai parlé de YouTube, mais il y en a un paquet d'autres. Je sais pas si le chat est endormi. Ah, aller dans les Repair Café pour réparer plutôt que de jeter. Effectivement. Tac, tac, tac. Ne pas relever ses mails 24 fois par jour. Conserver son smartphone le plus longtemps. Réparer écran, changer la batterie, etc. Oui, tout à fait. Ici, j'ai fait comme la dernière fois. Donc ici, j'ai pris un petit exemple. Si vous regardez vos vidéos en qualité moyenne plutôt qu'en définition, alors si vous avez Netflix, si vous connaissez des gens qui ont Netflix, généralement, vous ne remarquez même pas la différence. Si vous passez de haute définition en définition moyenne, ça se fait en 2 ou 3 petits réglages. Et une fois que c'est fait et ça consommera toujours moins de données. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer les captures d'écran. Alors c'est la même chose sur YouTube. Vous pouvez très facilement, en 2 clics, diminuer la qualité de la vidéo sur YouTube. Il existe aussi un petit outil qui s'appelle Carbon Analyzer. Donc c'est un petit add-on que vous installez et ça mesure en fait les données qui transitent lors de votre navigation sur le web. Une fois que vous avez ça, vous voyez les émissions CO2 et donc parfois ça permet aussi aux gens de se rendre compte des émissions qui sont générées par leur utilisation d'Internet. Ici, vous avez la suite des actions. Donc, regardez ces vidéos en qualité moyenne plutôt qu'en haute définition, à hauteur de 2,2 heures et demie par jour, c'est 250 kg de CO2. Augmenter la durée d'utilisation de ces terminaux, c'est moins 50 kg. Réduire vos besoins en terminaux, donc typiquement, ne pas acheter de tablette si vous avez déjà un smartphone et un ordinateur portable, ça fait vite 90 kg. Donc voilà. Alors, il y a les services publics. Il est déjà tard, on ne va pas rentrer dans tout cela, mais tout ça pour dire qu'au final, ça a aussi un impact et il y a aussi moyen de faire toute une série de choses à ce niveau-là. Donc ça peut être rejoindre l'éco-team dans son école, créer une éco-team sur son lieu de travail, créer une éco-team dans un hôpital, son travail dans un hôpital, même si je pense que ce n'est pas la préoccupation du moment. Mais il y a moyen de faire toute une série de choses parce qu'en fait, il est nécessaire aussi, quand on voit les émissions générées par tout le service public, de trouver des solutions pour réduire les émissions de CO2 de toutes nos institutions et de tout ce qui tourne autour du service public. Et donc, en fait, si je fais un peu le récap, donc je reviens sur ce que j'avais présenté tout à l'heure avec le détail, on est à 16 tonnes de CO2. Et donc, ici, en fait, j'ai à chaque fois tenu compte de toutes les actions qui avaient été mises en place pour réduire nos émissions de CO2. Et donc, on se rend compte qu'avec les 19 actions que j'ai citées, donc qui sont plus ou moins réalistes, ça dépend vraiment des profils, ça permet au final de réduire de 6 tonnes nos émissions de CO2, ce qui est déjà hyper important. Et donc là, on se retrouverait déjà à 10 tonnes. Et donc, le véritable enjeu, c'est potentiellement de commencer par soi, mais rapidement, en fait, d'inciter certaines personnes dans son entourage à passer à l'action aussi, parce qu'individuellement, l'action a peu d'impact et c'est collectivement qu'elle peut en avoir le plus possible. Et si on parvient aussi à mettre en place certaines normes
niveau communal, au niveau régional, au niveau fédéral, ou certaines taxes, ou que sais-je, ça peut avoir des impacts beaucoup plus importants. Donc l'idée ici de cette présentation-ci était surtout de comprendre ce qui se cachait derrière ce terme de CO2, derrière le terme empreinte carbone, pour voir aussi quelles sont les actions les plus déterminantes pour agir en conséquence, mais pas se contenter d'agir individuellement, parce que clairement c'est pas la responsabilité n'est pas individuelle, elle est collective, mais que d'arriver à inciter le collectif assez rapidement. Voilà, ici vous retrouvez les sources, mais ça voilà, si vous voulez je peux vous les envoyer. Je terminerai juste par un dernière petite remarque par rapport à nos besoins, parce que Émission Impossible, on est assez orienté sur la sobriété, je pense que c'est assez ressorti dans la présentation. Au niveau de nos besoins, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. On posait la question à un Américain, est-ce que vous préférez habiter dans une maison de 200 mètres carrés dans un quartier où tout le monde a une maison de 150 mètres carrés, ou est-ce que vous préférez habiter dans une maison de 300 mètres carrés, donc le scénario ici, dans un quartier où tout le monde a une maison de 400 mètres carrés? Et la plupart des Américains ont répondu qu'ils préfèrent habiter dans une plus petite maison. Et donc ça, je trouve que fondamentalement, ça reflète un petit peu notre psychologie d'être humain, d'homo sapiens, et finalement que le but, ou en tout cas qu'il y a peut-être moyen de déjouer certains fonctionnements de notre cerveau pour ne pas vouloir toujours plus, et comprendre que le bonheur est relatif et ne se mesure, à mon avis, personnellement, c'est un point de vue dont je suis convaincu, ne se mesure absolument pas sur le matériel, et donc d'arriver à réduire le matériel tout en étant tout aussi bien. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Oui, ça, j'en ai parlé juste avant. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà, je sais qu'il est déjà assez tard. Je ne sais pas si tu as aussi d'autres choses que tu voulais peut-être ajouter, François. Je vais peut-être lire, Fanny nous demande s'il y a moyen d'avoir accès au PPT, présentation PowerPoint, ok. Ouais. De la façon la plus neutre en carbone, évidemment. Oui. Oui, il n'y a pas de souci, on peut la partager. Pas de problème. Tu peux la mettre, ou alors tu peux la mettre dans le chat ici. Si ça intéresse les gens, vous pouvez tout de suite aller la chercher. Je ne sais pas si tu sais faire ça, toi. C'est un fichier, donc je ne sais pas le faire. Le plus simple, en fait, c'est si ça vous intéresse, écrivez votre adresse email dans le chat. Et moi, je ne vois pas le chat pour l'instant parce que je partage mon écran. Mais Simon, si c'est peut-être les copier et on les enverra, ça ne te dérange pas. On a aussi Kate qui demande est-ce que utiliser Ecosia sert vraiment à quelque chose? Utiliser Ecosia? Oui, je pense. C'est pas ce qui. Donc Ecosia, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un moteur de recherche dont les bénéfices des publicités vont servir à financer des arbres. Et je pense que Ecosia font vraiment des très bonnes choses. On a besoin de moteurs de recherche et autant avoir des moteurs de recherche qui plantent des arbres. Après, comme Ferdinand Richter, le responsable France d'Ecosia, dit ne faites pas des recherches sur Ecosia pour planter des arbres. Vous utilisez Internet normalement et Ecosia fera en sorte de planter des arbres. Donc oui, c'est intéressant. Après, si à chaque fois que vous utilisez Ecosia, vous ne trouvez pas la réponse à vos recherches, ça c'est un peu plus embêtant. Mais oui, non, il y a lilo.org qui est aussi intéressant, qui fonctionne sur ce principe-là. Donc le principe, en fait, c'est que plutôt que vous utilisez Google et que les publicités que vous réalisez, vous financiez en fait Google, les montants, les micro-cents en fait générés par vos recherches sont en fait reversés et refinancent d'autres projets. Il y a une très chouette interview de Ferdinand Richter dans le podcast Basilic, si ça vous intéresse. Je peux partager aussi. Esmeralda nous dit on est dans une urgence là. Plein de pays se font inonder en permanence. Des gens qui ne sont absolument pas responsables des émissions perdent tous les droits à cause du changement climatique. Et on hésite. Et nous, on hésite à passer à 5 fois plus d'émissions qu'il faudrait au lieu de 8 fois. Je ne critique pas la présentation, c'était superbement décortiqué, mais je crois qu'on est loin de la solution. Le changement climatique est maintenant
c'est maintenant pas ça. Dans 50 ans, il faudrait agir de manière un peu plus radicale, nous dit-elle. Et je te laisse, Simon, prendre les adresses mail, alors, du coup. Ouais, je m'en occupe. Les adresses mail, vous les avez, puisque vous nous avez envoyé la chose de liaison. Oui, mais c'est l'adresse mail des personnes qui veulent recevoir la présentation. Oui, parce que j'en ai certaines, je ne les ai pas toutes, Georges, parce que tout le monde ne s'est pas inscrit en fait via le mail, donc c'est pour ça que j'ai dû renvoyer le lien sur l'événement. Donc ceux qui voudraient encore, vous l'envoyez ici, vous l'envoyez, mettez votre adresse mail dans le chat. Alors il y a Kate qui nous dit je veux bien le PowerPoint. Ah pardon, je disais pas ça, c'était le mauvais. Attends, le mauvais. Non, mais par rapport à la remarque de l'urgence, oui, je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Hein. Ça va beaucoup trop lentement et j'ai l'impression que ça fait des années que ça va trop lentement. Et je pense que ici l'intérêt c'est aussi de voir en fait l'ampleur du sujet. On parle de 16 tonnes, là on propose d'en réduire 6. Idéalement il faudrait arriver à 2, on se rend compte qu'il y a de la marge. Après le problème qu'on rencontre souvent c'est qu'on devient vite inaudible quand on est radical et il n'y a pas vraiment de solution miracle à ça, j'ai l'impression. Kate, en effet, rajoute qu'on dit passer de 16 tonnes à 10 alors qu'on devrait arriver à 2. Alors, Kate, moi, je me suis rendu compte d'un truc pour faire une petite réflexion par rapport à ça. C'est que pour arriver à 2, je sais pas, quand tu reviens sur les calculs qu'on a fait ici, si tu consommes juste de la nourriture de manière la plus écologique possible, sauf si vraiment tu as ton potager et que tu fais un aller-retour dans ton potager, on est déjà à 1 tonne 5. C'était à 1 tonne, hein, ici, dans l'exemple qu'on avait donné. 1 tonne. Donc, c'est déjà la moitié de ton bilan carbone maximum que tu aurais atteint juste en mangeant. Je veux dire, et c'est très, 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 très chaud de pouvoir se dire on va arriver à 2 tonnes. C'est extrêmement compliqué parce que c'est quelque part, c'est à la fois, je trouve, hein, si on peut aller un peu dans cette réflexion-là, je sais pas si c'est possible, c'est de se dire que ça se joue en effet personnellement dans les choix qu'on fait. Les choix qu'on fait influencent le collectif d'une certaine façon, mais institutionnellement et collectivement, en effet, il y a des choses sur lesquelles on a peu de poids. Parce que la politique étant ce qu'elle est, une fois qu'on a voté, on a voté, ils font ce qu'ils veulent. Donc, et que le monde dans lequel on fonctionne actuellement, systémiquement parlant, ça voudrait dire arrêter de travailler, en fait. Ça voudrait pratiquement dire arrêter de bosser. Tu manges et tu vas travailler, en fait. Et ça, c'est... tu vois, et tu choisis quelques petites actions, en effet, que tu peux faire, mais je veux dire, les 2 tonnes, imagine ce que ça représente concrètement dans la vie de tous les jours, quoi. C'est tout le monde au chauffage qui consomme le moins possible, les maisons les plus petites possibles. Tout doit être... c'est énorme, en fait, ce qu'il y a à faire. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a une urgence. Je suis à 1000% d'accord avec vous. L'urgence, c'est... Voilà. Quelqu'un qui est allumé. Joanne qui dit... Ouais, Sophie dit que ça fait peur de constater que même si on réduit, on dépasse encore de loin la neutralité carbone. En effet. Est-ce qu'on peut parler du fait que si on construit des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, cela consomme du carbone? Kate. En fait, oui. Vas-y, Simon. Ouais, je voulais juste réagir par rapport à la première question, par rapport au fait de faire sa part, c'est-à-dire de passer de 16 tonnes à 10, et que c'est vrai que c'était insuffisant. En fait, j'ai partagé ici dans le chat un lien vers une image sur Google, tout simplement, qui est en fait issue d'une étude réalisée par le Shift Project, où ils avaient justement fait remarquer que effectivement, quand on voulait faire sa part individuellement, en fait, on pouvait effectivement réduire de seulement 45% si on était en gros un super-héros du climat. Et alors, ils estimaient qu'il y avait 60%, le gros morceau, qui venait de changements collectifs. Ouais, donc, effectivement, décarbonatation de l'industrie, du système agricole,
du frais des services publics, de la mobilité, etc. Donc, ça, une fois qu'il y a des changements collectifs qui sont mis en place, ça devient beaucoup plus facile aussi à l'échelle individuelle d'aller plus loin. Et donc voilà. C'est un peu ce que tu disais, François, aussi, mais comme ça, il y a en une image, ça peut expliquer. Et c'est ce qu'on propose clairement avec Je suis ton hasard, en fait, c'est de ne pas rester quelque part dans ce... C'est une charge, hein, je veux dire, quand tu sais un peu les enjeux qu'il y a derrière tout ça. On parle pas d'économie, là. L'économie, on peut la changer demain comme ça, en choisissant. Le climat, c'est quelque chose de physique et de concret. On ne peut pas, une fois que c'est parti, c'est parti. On ne peut pas changer ça comme ça d'un claquement de doigts parce qu'on le veut, en fait. Et en effet, c'est très pesant, donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment de faire en sorte que les gens réfléchissent collectivement, en fait, se posent la question en disant, mais tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? L'individuel a ses limites, et même psychologiquement ou psychiquement, parfois, quand tu es écrasé sous le poids, parfois même de la culpabilité à te dire, zut, j'ai pris un truc emballé, enfin, combien de fois ça ne m'arrive pas, quoi, encore de penser ça, alors que oui, enfin, c'est aussi collectivement que ça se joue. Cela dit, si on est suffisamment, parce que l'individuel peut devenir collectif, si on est suffisamment à tendre vers une consommation de petits artisans locaux, etc., ne plus aller dans les grandes surfaces, éviter, bref, tout ce qui est trop polluant, les gens se réadaptent d'une certaine manière. On a vu apparaître au Carrefour, ce qui est faux, hein, soyons clairs, hein, ils disent local, mais quand on va regarder dans les fruits et légumes, il y a 2-3 trucs qui sont locaux, mais le reste, ça ne l'est pas du tout. Donc, en fait, ils entendent parler du local, ils se disent les gens vont de plus en plus vers le local, donc on va s'adapter aussi quelque part à ce que font les gens. Quand vous parlez du local, il a cité Carrefour par là. Je parlais de Carrefour comme un exemple comme ça qui m'avait marqué, entre guillemets, en me disant, bah, tiens, il y a un rayon bio maintenant au Carrefour, parce que les gens consomment bio. Donc finalement, nos comportements, s'ils sont massivement dirigés vers un endroit particulier, comme consommer local, ce qui est un objectif de Je suis ton voisin, forcément, les gens, ça va se développer, le local va se développer, il y aura plus d'offres, il y aura moins de difficultés à se fournir près des petits artisans. C'est quelque chose, cercle vertueux, mais faut qu'on se dépêche, quoi. Le cercle vertueux doit être rapide. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Pour répondre à la question sur les panneaux photovoltaïques, etc. En fait, au niveau du CO2, les énergies, en tout cas, pour parler de panneaux photovoltaïques et des éoliennes, émettent en moyenne 24 grammes de CO2 par kilowattheure. Le nucléaire est un peu moins carboné, on est plus ou moins dans les mesures de grandeur, on est un peu en dessous. Le gaz, c'est je pense 400 grammes, donc on est entre 4 et 600 grammes, donc on est 20 à 30 fois plus. Par contre, au niveau des énergies renouvelables, enfin photovoltaïques et éoliennes, on va utiliser plus de métaux rares, et donc il va y avoir aussi en fait, elles ne sont pas parfaites non plus, et donc c'est pour ça qu'on essaye avant tout de prôner la sobriété, parce qu'il n'y a pas de solution idéale en matière d'énergie. Donc il ne s'agit pas de remplacer toutes les centrales au gaz ou toutes les centrales à charbon par des éoliennes et par des panneaux photovoltaïques, parce que ça va mettre la pression sur soit d'autres écosystèmes, soit sur sur les matières premières, par exemple, que peuvent être le cuivre, par exemple. Il faut beaucoup de cuivre pour les réseaux d'électricité décentralisés. Enfin, c'est un exemple, et il y en a un paquet d'autres. Est-ce que je peux juste demander à Kate, qui est comment dire, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle d'attente. Je ne sais pas si c'est la même Kate ou si c'est quelqu'un qui veut nous montrer son écran bizarre. Je préférerais éviter une deuxième session. Ok, ça va, parfait. Merci beaucoup. Hop, voilà qui est fait. Est-ce que peut-être il y a d'autres... Je sais pas, Thomas, tu voulais dire encore quelque chose? Ou peut-être non, je n'ai pas de... réagir par rapport à ce qui s'est dit. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez bien aimé le format? Est-ce que... voilà. Si vous avez... Pardon, j'ai juste une question. Quid des pompes à chaleur? Ça, je veux bien tenter de répondre. J'ai bien dit tenter. Donc, en fait, les pompes à chaleur, donc, comme j'expliquais plus haut, le principe de base, c'est d'utiliser une unité d'énergie électrique pour obtenir de 3 à 5 unités de chaleur. Ça dépend de la température extérieure.
Donc, en fait, tout dépend de l'impact carbone de l'électricité, mais comme a dit Thomas, en Belgique, on est autour de 200 grammes de CO2 par kilowattheure électrique, donc c'est-à-dire 2 fois moins que ce que génère le gaz, par exemple, pour générer un kilowattheure thermique. Donc, ça veut dire que déjà, même si ce n'est pas top de se chauffer au pur électrique, parce que c'est une incohérence, vu qu'en gros, on utilise quelque chose de hautement qualitatif qui est l'électricité pour faire, en gros, de la vulgaire chaleur. Eh ben, si on part des 200 grammes de CO2, grâce au fonctionnement de la pompe à chaleur, on va pouvoir produire 3 unités de chaleur avec une unité électrique. Et donc, du coup, on va diviser par 3 l'impact de carbone de l'électricité. Donc, dès 200, ben, en gros, on va arriver à plus ou moins 70 grammes de CO2 par kilowattheure de chaleur. Et donc, ce qui fait qu'on est quasiment de l'ordre de, je dirais, 8 fois moins que le gaz, plus ou moins, si je compte juste. Entre 6 et 8. Non, 6, pardon. Donc, Super, merci. voilà. Merci pour l'info, c'est gentil. De rien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres remarques et puis vos feedbacks sont toujours très intéressants. Hein. L'idée, c'est de... Sébastien a dit, je trouve que la publicité et les médias ont un impact énorme d'une manière générale pour leur production, leur diffusion d'une part, mais également en ce qui concerne les valeurs diffusées, le mythe de la croissance infinie, le toujours plus. Oui, bah c'est sûr et certain. Hein. Non, ça c'est clair. Si vous voulez, on peut aussi vous envoyer par mail toute une série de petits liens, donc comme comment installer un adblocker sur son ordinateur. C'est des informations qui peuvent être partagées aussi auprès d'amis, hein, ça se partage facilement. Il y a des moteurs de recherche comme Qwant qui limitent l'utilisation de cookies, donc qui évitent de vous retargeter. Après, bon, sur la presse papier, j'ai envie de dire que le stop pub peut avoir une efficacité assez évidente. Par contre, les panneaux publicitaires, etc., c'est toujours un peu plus compliqué, mais inévitablement, enfin, l'objectif du marketing est d'influencer nos comportements vers certains achats. Et donc, si on n'a pas des bases solides, on se laisse influencer et on achète des choses dont on n'a pas besoin. Et au-delà de ça, on peut vraiment réussir à croire qu'on en a besoin. Et... Ouais. Alors, vous écrivez beaucoup, mais c'est cool. Alors, Johanna nous dit horrible association entre consommation et bonheur. En effet. Alors, désolé de spammer le chat, mais je crois qu'une question essentielle à se poser est pourquoi veut-on lutter contre le changement climatique? J'aime bien quand tu es radical, Esmeralda. On me reproche souvent d'être trop radical, mais je suis content de lire quelqu'un d'autre qui parle. Vas-y, tu peux dire ta question en direct si tu veux. Ça sera plus sympa. Ok. Donc, il faut vraiment se poser la question de pourquoi on veut lutter contre le changement climatique, parce que la planète, elle va toujours s'en remettre. Elle a déjà survécu à des augmentations par le passé. Mais le problème, c'est que le changement climatique augmente les inégalités, la souffrance humaine et tout ça. Et donc, si c'est pour utiliser des solutions qui vont provoquer elles-mêmes de la souffrance humaine, par exemple les énergies renouvelables, les batteries qui sont produites à partir de matériaux dans des mines, etc., où les gens ne sont pas du tout... où leurs droits humains ne sont pas du tout respectés, ça n'a juste aucun sens de recourir à des solutions qui provoquent elles-mêmes le problème contre lequel on veut lutter, quoi. Et ce que je voulais dire par là, c'est que, à mon sens, prendre uniquement les questions environnementales sans les lier aux questions sociales, je trouve que, en tout cas, moi, c'est pas dans ce registre que je voudrais mettre mon énergie parce que je trouve que c'est tellement lié qu'on ne peut pas les dissocier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'ici, on a parlé des solutions locales pour le climat et donc on est parti là-dessus. Mais les questions sociales sont... Enfin, en fait,
Moi, en fait, pour moi, le climat, en fait, c'est à un moment donné, s'intéresser à autre chose que l'individu, et c'est sortir en fait de moi-je en tant qu'être humain, et c'est s'intéresser. Et en fait, c'est parce qu'il faut réussir, c'est à casser ça, et en fait à commencer à s'intéresser à la fois à autrui, donc aux autres personnes autour de nous, et puis plus largement à la nature avec la biodiversité, et puis autour du climat. Et à partir du moment où on ne sortira pas de cette forme d'égocentrisme, en fait, l'homo sapiens, l'anthropocène, les sources du problème, elles sont là, en fait. Et je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, on est focalisé sur nous en tant qu'espèce, enfin même en tant qu'espèce, et on oublie complètement de regarder ne serait-ce que nos compères, on oublie de regarder la nature, on oublie de regarder le climat, et c'est ces œillères qui sont la source de tous les problèmes que l'on a aujourd'hui. Donc les questions. Peut-être aussi réagir par rapport à ça en disant que prendre conscience aussi de la nature systémique de la planète et de nous, en fait. On est dépendants les uns les autres d'une certaine manière. Dans le bouddhisme, on dit inter-être. Et c'est vraiment ça, que c'est inter-être. L'oxygène que je respire, il y a peut-être quelqu'un qui va le respirer plus tard ailleurs sur la planète. Je veux dire, l'air, juste penser à ça. Si on produit quelque chose, le CO2 ne s'arrête pas à la Belgique, quoi. Et c'est pareil dans les autres pays. Je veux dire, le CO2, c'est pour tout le monde, c'est pour la planète, c'est pour les êtres humains. On est tous dans le même bateau, en fait. Et parfois, quand on sait qu'on a déjà, en temps d'abondance, en fait, l'être humain a tendance à s'individualiser. Ils ont fait beaucoup d'études là-dessus, très, très, très intéressantes. Si vous voulez un livre sur l'entraide et qui va vraiment vous chambouler, eh ben, vous pouvez lire, ça s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, de Pablo Servigne, où il explique que, en général, il y a 3 conditions pour qu'on se mette dans l'entraide. Hein. Il faut qu'il y ait un ennemi commun, un milieu de vie hostile ou un objectif défini dans le temps. C'est très, très intéressant parce qu'en fait, on voit que, pour vous la faire courte, ils font des expériences pour démontrer quelque part qu'on est câblé pour l'entraide. Naturellement câblé pour l'entraide. Ils ont fait des jeux de participation et au plus vite on demandait aux participants de jouer, au plus vite ils mettaient dans le pot commun. Donc c'était plus tu vas vers le naturel et de moins en moins vers la réflexion, excusez-moi, j'ai du mal à parler, plus tu vas avoir tendance à t'entraider. Il parlait aussi des Wall Street Center, où énormément de témoignages disent qu'il n'y avait pas de bousculade, qu'ils laissaient passer les femmes et les enfants, que certains sont remontés alors qu'ils savaient qu'ils ne redescendraient jamais. L'être humain est câblé comme ça, en fait. Et on a une image très, 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 très négative, je trouve, les uns des autres. On se dit qu'on est tous un petit peu des égoïstes, égocentriques, alors qu'au fond, il y a autant d'entraide, finalement, parfois pour des mauvaises raisons, que d'individualisme. Donc c'est parfois aussi la manière dont on va poser son regard sur les choses. Plus on va avoir un regard positif, je pense, sur l'être humain, sur nous, hein, on est quand même une vingtaine de personnes concernées ici, au plus on va avoir envie d'aller vers l'autre. Si on considère que l'autre est juste un salaud individualiste qui roule dans une grosse voiture et qui va dans les grandes surfaces et qui achète plein de vêtements, ça va être très compliqué. Donc voilà, c'est peut-être aussi ouvrir son regard sur les autres, quoi. Quand tu parlais de ça, j'avais envie de parler de ça. C'est important pour moi parce que c'est vraiment le credo de Je suis ton voisin, quoi. C'est de se rassembler et passer à l'action, de se rassembler et s'entraider de manière locale, simple, efficace. Et c'est pour ça que ce projet me tient très fort à cœur. Ouais, voilà pour tout ce qu'il applique aussi au niveau du regard qu'on pose les uns sur les autres, quoi. Quand on sort du côté préjugé et qu'on découvre l'autre, vraiment. Ça, c'est très intéressant. Ouais, le retour à la base, quoi. Aller vers l'autre. Voilà, excusez-moi d'avoir un peu blablaté, mais ce que je fais, non, plus sérieusement, est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce qu'il y a des questions, peut-être des réflexions que vous voudriez partager? François, je voudrais bien revenir un petit peu sur le nombre. Donc, tu disais qu'on est à 16 tonnes. Arriver à 10 tonnes, ce serait déjà bien, comme je peux voir. Ce n'est pas encore l'idéal, mais ce serait bien. Mais moi, arriver à 2 tonnes, c'est pratiquement impossible.
il va avoir une régression sociale terrible. Peut se retrouver comme au Moyen-Âge, pratiquement. Autrement, comment veux-tu faire et les dégâts que ça va faire au niveau de la population, le chômage, c'est une grande question-là que je me pose aussi. Parce que bon, on va supprimer les avions, tout à fait d'accord, mais quand tu as déjà les compagnies aériennes, comme elles sont impactées avec le Covid et tout ça, il y a toute une... Il faut vraiment revoir toute la société en profondeur. Et ça, c'est pratiquement mission impossible. C'est mon avis. C'est mon avis. C'est la situation d'émission impossible. Mais je sais, Thomas, tu pourrais peut-être répondre. Moi, j'aurais juste envie de dire oui, en effet, tant que le problème n'est pas pris sérieusement à la racine en réfléchissant à si des gens ne travaillent plus dans le secteur, ben, il va bien falloir remplacer l'avion. Donc, ces gens pourraient retrouver du travail. Mais ça, c'est une question d'organisationnel, je trouve, sociétale. Cela dit, ce qui est bien de se rendre compte, c'est de se dire, bah, la société qu'on connaît, et ça, le Shift Project le fait très très bien. Si vous voulez voir des trucs ultra intéressants, vous regardez Jean-Marc Jancovici. Il explique en disant le monde qu'on a actuellement, le fait de pouvoir prendre sa voiture quand on veut, le fait de pouvoir cliquer sur un bouton et avoir de la lumière, personne, dans aucun, enfin, au niveau de l'humanité, personne n'a connu un confort de vie comme ça, quoi. Personne. Et ça, c'est possible grâce à l'énergie. C'est ça qui rend tout ça possible, que ce soit le pétrole particulièrement, parce que tout fonctionne avec le pétrole. Donc, en effet, si tu es obligé de revoir complètement et qu'on n'a pas de substitut à l'heure actuelle pour le pétrole, hein, un baril de pétrole complet consommé, c'est 12 ans de travail moyenne d'une vie humaine. 12 ans de travail. 12 ans, je parle en joule, hein, et on en consomme 100 millions par jour, hein, actuellement, à peu près. Je ne sais pas c'est énorme, c'est juste... Oui, il y a des chiffres ahurissants, mais en effet, je suis d'accord avec toi. C'est très complexe. Oui, c'est très complexe, c'est un gros problème et il doit être réfléchi systémiquement. Mais là, je vais te laisser parler, Thomas, excuse-moi. Oui, non, mais je pense qu'on a besoin de nouveaux récits, je pense qu'on a besoin d'un nouvel... Enfin oui, je pense que le récit, c'est le bon terme. Si on veut faire les choses de la façon dont on les fait aujourd'hui, y arriver à 2 tonnes, c'est infaisable. Après, je pense qu'il y a moyen de faire les choses différemment, en réduisant potentiellement les inégalités, avec toute une série de vertus, pour s'en approcher. Et les 2 tonnes étant l'objectif final, s'en rapprocher de plus en plus, c'est déjà bien. Donc voilà. Mais c'est clair que le côté systémique est très inquiétant et très problématique. Mais dans l'imaginaire, je pense que après, je voulais juste terminer là-dessus. Le fait de revenir au Moyen Âge est souvent erroné. C'est souvent ce que disent les technosolutionnistes. Je pense qu'on peut arriver à vivre très bien et nettement mieux qu'au Moyen Âge avec toutes les avancées technologiques qu'on a eues depuis, en réduisant déjà drastiquement nos émissions. Ouais. Je suis assez d'accord, mais c'est pas impossible. C'est juste, c'est pas impossible, c'est juste que c'est un problème auquel il faut qu'on s'attaque. Pour vous donner une petite ordre d'idée, c'est que, donc à nouveau, c'est les sources de Jean-Marc Jancovici, arrêtez-moi si je me gourre, hein, Simon et Thomas, mais il expliquait que le Covid a fait baisser de 5% en 2020, 5%, hein, le carbone mondial, les émissions de carbone mondial, et qu'il faudrait, en gros, qu'il y ait un Covid par an, plus un Covid. Enfin, il faudrait baisser de 5% en 2021, enfin plus 5% en 2021, plus 5%. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc il faudrait 4 Covid par an, en gros, enfin, au niveau de la situation économique pour qu'on atteigne la neutralité carbone. Vous imaginez ce que ça représente? C'est évidemment un gros défi, quoi. Simon, tu voulais... Je voulais juste dire que pour moi, la question se résume aujourd'hui à décider de choisir l'avenir plutôt que de le subir, en fait. Parce que je pense que de toute façon, d'ailleurs, quand on regarde un peu de nouveau certaines conférences de Jean Jancovici, on comprend très vite que la quantité d'énergie disponible pour l'espèce humaine, elle va de toute façon diminuer. Je veux dire, le pic de pétrole conventionnel, il a été passé en 2008, donc le pétrole classique, on va dire.
Donc, il y a déjà un peu une contraction énergétique, c'est juste qu'on ne s'en rend pas encore vraiment compte. Et donc, tout l'intérêt, c'est d'essayer, comme disait Damien, d'essayer de réorganiser la société pour essayer de choisir une voie plutôt que de la subir. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas facile. C'est loin d'être facile. Alors, Kate nous dit, lisons le livre de Rob Hopkins, et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons. Et j'en profite pour glisser à nouveau que, pour moi, je suis ton voisin, plus je réfléchis à ce projet, et plus je me dis que c'est ce à quoi on va devoir revenir à un moment. C'est une manière, c'est une façon de vivre, en fait. Si tu décides de te mettre en groupe comme ça, travailler en communauté, réfléchir ensemble à comment voilà, d'une part, on se fournit de la bonne bouffe, on arrête de trop consommer, on peut s'échanger des trucs, se prêter des outils, arrêter d'acheter tout nouveau en permanence, réfléchir ensemble à ce truc-là. Et vu qu'on va devoir de toute façon limiter nos déplacements, bah, ça devra être une solution au final. Autant s'y préparer un peu à l'avance, mais c'est une manière de vivre pour moi, le je suis ton voisin. Je fais un peu de pub, mais c'est parce que, voilà, parce que je trouve, mais non, c'est parce que j'y crois que c'est une solution pour moi qui non seulement est actuellement viable, mais qui devra, ça sera un retour à ça d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. L'avenir est solidaire, en effet. Il est solidaire ou il ne sera pas, j'ai envie de dire. Voilà. C'est un petit peu ça, quoi. J'en profite pour glisser, s'il n'y a plus de questions, que n'hésitez pas à aller regarder la page d'Émission Impossible. Il y a une page sur Facebook. On a aussi une page avec Je suis ton voisin. On sort souvent des vidéos. Vous n'êtes pas obligé de la regarder en HD. Regardez-les en résolution moyenne, 480p. On va faire des actions ici cette année. On a été très retardé à cause du Covid parce que nous, c'est faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc là, vous comprenez que c'est un petit peu compliqué. Et à la fois, on a eu un grand boom parce que les gens se sont dit, bah oui, il faut qu'on s'entraide. Ça devient un peu chaud pour nous. Donc voilà, c'est un peu paradoxal. Et à la fois, on vous invite à rejoindre un groupe qui s'appelle les Bulles d'entraide, si vous voulez, et de suivre la page de Je suis ton voisin. N'hésitez pas, voilà. Thomas a mis Mission Impossible dans le chat. Si Sébastien peut mettre Je suis ton voisin, ce serait sympa. Je suis en train de le faire, si jamais. Si vous voulez créer des structures d'entraide près de chez vous, contactez-nous, on vous file un coup de main avec grand plaisir pour le faire. Et on va faire des événementiels qui poussent un peu les gens à se rencontrer justement ces prochains temps.